Le sexisme et les violences qui en découlent se manifestent tous les jours, dans les transports en commun, dans la rue, au travail, à l'école, à la maison, sur les réseaux. Bonjour Marie Pesmier-Debout. Bonjour. Vous êtes directrice du CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Alors, ça paraît paradoxal parce que la population se dit de plus en plus consciente des violences sexistes et sexuelles, dit les tolérer de moins en moins, et pourtant, où en est le phénomène ? Alors, on est face à un phénomène on a du mal à imaginer qu'il grossit réellement, mais on est face à une libération de la parole depuis, je dirais, 2018. Et donc, forcément, le phénomène est rendu visible, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il augmente. Ça, on a un peu de mal à le mesurer, mais en tout cas, il est rendu visible de manière plus massive. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de violences sexistes, de violences sexuelles ? Alors, les violences sexistes sont des violences qui reposent sur le genre. Ça veut dire que vous êtes en fait destinataire de violences parce que à cause de votre genre, et en particulier, ce sont les femmes qui sont les plus exposées. Et vous l'avez dit, ce sont des violences qui s'exercent dans tous les cercles de la vie sociale, domestique, professionnelle. Et effectivement, elles se jouent partout. On a peut-être une plus grande attention aux violences conjugales, mais elles s'exercent au travail, en effet. Elles s'exercent dans le sport, dans la culture. Donc, tous les domaines de la vie sont concernés. Est-ce qu'il y a des catégories socio-professionnelles qui sont peut-être plus marquées, touchées que d'autres ? Absolument pas. Les violences s'exercent parfois différemment. On sait que dans les violences conjugales, on a des violences psychologiques, physiques, administratives, économiques, et les cyberviolences qui sont les violences qui sont liées au harcèlement. Et en fait, dans certains milieux plus aisés, les violences s'exercent à travers l'économie, par exemple. Ce sont des violences qu'on retrouve plus souvent. Donc les violences peuvent être légèrement différentes, mais le principe même, c'est-à-dire le système sur lequel reposent les violences conjugales, est le même dans toutes les catégories socio-professionnelles. Entre une remarque sexiste et un viol, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de marge, mais en fait, ça participe de la même réalité. Oui, c'est un continuum. On parle de continuum des violences, c'est-à-dire que le sexisme est finalement la première étape de banalisation d'un système qui fait le lit de violences plus graves. Le CIDFF du Nord, donc, que vous dirigez, agit sur l'île Beauvais-Avesnes, Cambrai, Valenciennes, Maubeuge. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors, on accueille le public je dirais que notre première entrée, c'est de promouvoir l'égalité femmes-hommes et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ça nous permet d'agir à la fois en accompagnement des victimes, mais aussi en prévention. Donc la prévention primaire, lutter contre tous les stéréotypes de genre dans les écoles, dans les établissements universitaires, dans les centres sociaux, dans toutes les sphères de la vie sociale, et de former aussi des professionnels puisque nous sommes centre de formation. Mais ça veut dire que vous allez concrètement, quelqu'un de chez vous va dans les écoles, dans les tribunaux, Absolument. dans les commissariats ? Absolument, on a des chargés de formation qui interviennent à la fois en sensibilisation auprès du grand public, sur des ciné-débats ou des interventions scolaires, et aussi pour former des salariés, même aujourd'hui en entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise s'intéresse aussi à la question des violences conjugales et forme par exemple des responsables RH à l'accompagnement des victimes au sein de l'entreprise. Alors, on ne l'a pas dit, mais si les hommes et les garçons peuvent être victimes, ce sont tout de même les femmes et les filles qui sont massivement les plus affectées. Alors massivement, majoritairement. On parle de violences sexistes et sexuelles plutôt en ce qui concerne les femmes. Vous avez raison de dire qu'il y a des hommes victimes de violences sexuelles ou conjugales, mais on parlera peut-être moins de violences sexistes. Violence au sein du couple, violence au travail, quelles sont les réalités du territoire ? Est-ce qu'il y a une particularité dans la région, dans le département ? La particularité, elle est statistique, c'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui qu'on est le deuxième département de France à être impacté par les violences conjugales, donc c'est plutôt un palmarès peu glorieux. Alors on est sur des bassins de population extrêmement denses, donc on a une population importante, avec des problématiques qui peuvent accélérer les violences, je dirais problématiques de santé, d'addiction, de précarité. Mais ce ne sont pas les explications premières qu'on peut convoquer pour les violences conjugales. Est-ce que les acteurs du territoire sont assez formés ?
Alors, j'ai tendance à dire que jamais assez. Pour autant, il y a eu vraiment des progrès immenses, je trouve, sur la prise de conscience des professionnels, des forces de sécurité d'État, par exemple, de la magistrature, qui met en place aussi, aujourd'hui, les magistrats et les magistrates peuvent bénéficier d'une formation au sein de l'ENM, qui a un module violence conjugale, qui est très spécifique. Et d'ailleurs, nous, en tant que centre d'information, on accueille des magistrats stagiaires pour qu'ils découvrent le terrain et la réalité des victimes de violences. Voilà. Quels sont les mécanismes à activer en cas que l'on soit témoin ou que l'on soit victime ? Alors, c'est pas exactement les mêmes, évidemment. Quand on est témoin, je pense que la première chose à faire, c'est mesurer le danger. Si le danger est immédiat, il n'y a pas 36 choses à faire. Il faut appeler le 17, il faut appeler la police ou la gendarmerie si on est en zone gendarmerie. Si on est témoin de violences qui sont, je dirais, qui ont un caractère un peu moindre d'urgence, à ce moment-là, il faut faire savoir à la victime qu'on est à l'écoute. Peut-être glisser un flyer, glisser des choses, des informations, mais en tout cas, se rendre disponible à être à l'écoute. Il faut savoir quand même qu'on a une responsabilité en tant que citoyen. Si on est témoin, on doit réagir. Et réagir, c'est signaler. C'est important ce que vous dites. Si on est témoin, on doit réagir. Bien sûr, c'est un devoir. C'est ça. Mais à l'heure de l'indifférence souvent généralisée, on pourrait penser que certains ferment les yeux et avancent. Non, il y a un devoir de signalement. Bien sûr, on peut être responsable de ce qui se passe. Ça s'appelle la non-assistance à personne en danger. En droit, c'est finalement caractérisé simplement, ça existe. Et donc, on pourrait convoquer cette caractérisation si vous ne signalez pas une situation grave et urgente de violence à destination d'une femme ou d'enfant. Et le signalement se fait simplement. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros pour... Pas du tout. C'est ça. Il y a des outils en ligne. On peut signaler en ligne sur arrêtonslesviolences.gouv. Ça, c'est assez simple. On peut soi-même appeler le 3919, qu'on soit victime ou témoin, qui va nous orienter, nous écouter déjà, et nous orienter, parce que c'est pas facile d'être témoin et de signaler. On sait que c'est une démarche qui est pas évidente, donc on peut appeler aussi le 3919. Alors dans la région, c'est une région particulièrement étudiante. Il y a beaucoup de jeunes dans la région. Quelles sont les règles qui peuvent être basiques de prévention ? Alors, concernant les étudiantes, nous, on est particulièrement vigilantes à la soumission chimique, dont on a beaucoup entendu parler avec le procès Pellico, et aussi avec la députée Josso, qui avait rendu visible son expérience en portant plainte. Pour les étudiantes, nous, on considère que sortir en groupe, c'est mieux. Ne pas laisser ses boissons sans regard pendant quelques minutes. Je rappelle qu'il existe des petits capuchons. Alors, c'est pas très sexy, mais ce sont des petits capuchons qu'on peut mettre sur son verre. Nous, on en a au CIDFF. On peut venir en chercher chez nous. Et ça permet d'éviter qu'on mette des choses dans les boissons. Et puis, il y a aussi tout simplement contrôler ses consommations d'alcool, parce que plus on est alcoolisé, plus on est vulnérable à des psychotropes et des substances psychoactives qu'on peut vous glisser dans le verre. Donc, il faut être très vigilante et essayer de sortir en groupe, c'est quand même plus rassurant. Le premier des conseils, sortir en groupe. Marie Pesmier-Debout, je rappelle que vous êtes directrice du CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Vous êtes donc l'invité d'RCF. L'interview va être à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou encore sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France. Vous venez à l'instant d'évoquer le procédé viol de Mazan, qui s'est donc refermé, ce procès, le mois dernier. Il a été très, très médiatisé. Quel a été l'impact de cette médiatisation ? Alors, à chaque fois qu'on a effectivement un procès emblématique, pour nous, c'est finalement un plaidoyer. Ça interpelle chacun et chacune. Je pense que ça permet de continuer la prise de conscience collective. Sur ce procès-là, particulièrement, on a mis en évidence deux choses. La soumission chimique, donc personne ne parle, puisque la plupart du temps, on n'a pas de traces, puisque la victime ne sait pas elle-même qu'elle a été victime, donc il n'y a pas de plainte et on n'a pas d'éléments. Et puis la deuxième chose, c'est de dire que les violences sexuelles, souvent, se déroulent dans un contexte où on connaît l'agresseur.
Là, en l'occurrence, c'est le conjoint, mais c'est souvent dans l'entourage. Je ne sais plus quel est le chiffre exactement. Je crois que c'est 60% des viols qui ont lieu par une personne connue. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on a encore une espèce d'imaginaire sur le violeur du parking souterrain, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est un auteur connu et proche. Comment est-ce qu'au sein d'un couple, on peut repérer les micro-agressions et que faire, que ce soit en tant que témoin ou en tant que victime? En fait, les agressions visibles par les témoins, bon, on sait pas trop, mais l'isolement, c'est un premier, je pense que c'est un premier indicateur. Quand une femme s'isole, elle ne voit plus sa famille, elle ne sort plus, elle ne voit plus ses amis, c'est un indicateur que quelque chose n'est pas, OK, dans la relation, conjugale. Le dénigrement, ça, c'est quelque chose qui met en place une stratégie, de fragilisation de la victime et ça, c'est à repérer dès le début. C'est-à-dire, des mots un peu, très désagréables, «Tu ne sais rien faire, tu es bonne à rien», et cetera. Donc l'isolement, le dénigrement, c'est les premiers, je dirais les premiers indicateurs, les signaux faibles, en fait. Et puis on peut repérer aussi, par exemple, dans le monde du travail, parce que c'est important aussi, ça va être des arrêts maladie, réguliers, dont on ne comprend pas bien, d'ailleurs la raison, des absences, inexpliquées, ou alors des personnes qui restent très longtemps au travail parce qu'on sent bien qu'elles n'ont pas très envie de rentrer chez elles. Alors voilà, il y a des choses qui peuvent être ambivalentes, mais ça peut être aussi un signal faible que finalement à la maison, il se passe des choses, qui ne sont pas, appropriées. Le Haut Conseil à l'égalité vient aujourd'hui de publier son rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Alors il en ressort une polarisation, ce sont les mots du rapport, une polarisation croissante entre des femmes plus féministes et des hommes parfois sensibles à des discours jugés masculinistes, en particulier chez les jeunes. Vous sentez ces réalités? Bien sûr. Oui. Ça Bien se traduit sûr. comment? Il y a une espèce de repli sur la virilité, sur des valeurs, très masculines, donc c'est pour ça qu'on parle de masculinisme. Alors le masculinisme, c'est pas l'inverse du féminisme, je tiens à le dire parce que parfois ça pourrait être un peu le piège de penser que pourquoi pas, des masculinistes puisqu'il y a des féministes. Le masculinisme, c'est quand même une espèce d'idéologie qui voudrait éradiquer comment dire, l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est pas exactement les mêmes choses. Nous, féministes, on veut l'égalité. Les masculinistes veulent le pouvoir et la domination. Donc c'est pas les mêmes mouvements. Voilà. Mais effectivement, chez les très jeunes, on voit aussi des positions un peu de rejet face au discours égalitaire qui sans doute bousculent beaucoup les hommes. Ce Haut Conseil à l'égalité annonce aussi que les violences sexistes et sexuelles sont en hausse. Alors, est-ce que ça participe de ce que vous avez dit? Les faits sont mis en lumière ou est-ce qu'il y a réellement une augmentation? C'est très compliqué de répondre à cette question, mais c'est évident que la visibilité, le fait de rendre visibles les violences, leur donne de suite une ampleur considérable. Voilà, j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Ça va faire 3 ans qu'a été ouvert à Lille. À l'origine, c'était un centre unique en France pour loger les auteurs de violences conjugales et les accompagner. Désormais, ça s'est quasiment généralisé. Quels sont les retours d'expérience? Alors, c'était un besoin criant, c'est-à-dire qu'on prenait en charge les victimes tant bien que mal, avec des dispositifs parfois incomplets et insuffisants, mais on n'avait pas du tout de prise en charge des auteurs. Or, on constatait que la récidive était un élément quand même récurrent dans les parcours de ces auteurs. Donc, ça a vocation à lutter contre la récidive et à essayer de faire travailler ces hommes violents sur leur comportement et éviter la récidive. Je pense que les résultats sont encore très récents, donc difficiles à évaluer, mais c'est évident que c'est extrêmement important de s'atteler à une prise en charge psychologique et éducative des hommes violents. On n'en a pas parlé, mais les réseaux sociaux sont un amplificateur du phénomène. Comment s'en prémunir et quels conseils?
Alors, en fait, ça concerne tout le monde, mais particulièrement les plus jeunes. Nous, au collège, on constate que, les collégiens, les collégiennes sont particulièrement exposés, à des violences en ligne. Bon, je pense qu'on a tous entendu parler de harcèlement en ligne, mais du harcèlement sexuel aussi. Des images qui sont, diffusées, de manière, extrêmement, violente et très rapide, hein, sur les réseaux sociaux. Hem c'est très compliqué pour les parents, mais je pense qu'il y a quand même, à rendre aux parents un peu de pouvoir, Mmh. sur les pratiques de leurs enfants, voilà, et d'être extrêmement attentifs. Mais ça veut dire quoi pour les parents qui nous écoutent? Ça veut dire, heu, imposer de lire des messages? Ça veut dire avoir un œil au-dessus, de l'épaule? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a du contrôle Mmh. parental qui existe. Je sais que parfois on laisse filer, mais ça peut se mettre en place de manière assez aisée. Et puis, c'est aussi dans l'échange qu'on a avec ses enfants, je pense, au quotidien. C'est pas du contrôle pour le contrôle, mais c'est de pouvoir communiquer librement sur ces sujets. Et je pense que, par exemple, aujourd'hui, ça fait partie des programmes, la vie sexuelle et affective dans les établissements scolaires. C'est extrêmement important de mettre en œuvre, ce dispositif au sein des établissements parce que ça permet de parler de sexualité avec les adolescents et de manière un peu libre. Mmh. Ça évite aussi, parfois des catastrophes, en ligne. On n'a pas parlé de ce nouvel indicateur sur les violences Mmh. sexuelles et sexistes, que sont les suicides. Qu'est-ce que ça nous apprend? Alors ça nous apprend que jusqu'alors on comptabilisait les féminicides, c'est-à-dire les féminicides, je dirais, tristement, aboutis, et on ne tenait pas compte de toutes ces tentatives, que les femmes font de suicide et que parfois elles réussissent, parce qu'elles sont, complètement à bout après des mois et des années de harcèlement, du conjoint ou de l'ex-conjoint. Et ça donne une image un peu plus juste des morts, heu, dans le cadre conjugal. Ce qui n'était Mmh. pas le cas avant. Je crois que cette année, c'est, 319, tentatives de féminicide, qui ont échoué et 773 tentatives de suicide ou suicide suite au harcèlement et à des violences conjugales. Donc ça donne encore plus d'ampleur aux 93 Mmh. féminicides qu'on comptabilisait jusqu'alors. Le temps file, le CIDFF du Nord que vous dirigez agit donc sur l'île Beauvais, Avesnes, Cambrai, Valenciennes, Maubeuge. En un mot, si on devait donner un conseil, donc c'est rappeler les numéros de téléphone, peut-être le 39 19 et le Absolument. 17. Et si certains ne se sentent pas l'âme d'un grand défenseur, au moins juste agir de manière simple? Oui, c'est ça, c'est se saisir des numéros, Mmh. d'alerte, ne pas hésiter quand on pense qu'il y a un danger immédiat, prévenir les forces de sécurité, de l'État, c'est-à-dire gendarmerie, police, et puis nous utiliser, nous, associations, spécialisées, parce qu'on est capable d'accompagner les victimes, mais on peut aussi accompagner un témoin qui aurait un doute ou qui serait pas confortable. Voilà, et au sein des centres, vous trouvez des juristes, des psychologues, des travailleuses et des travailleurs sociaux, des médiatrices familiales. Enfin, on a un espèce de plateau service qui permet de répondre à pas mal de questions que peuvent se poser les femmes et leurs familles. Merci beaucoup Marie Pesmier-Debout d'avoir pris le temps de venir Merci à répondre à ces vous. questions.